Bonjour à tous, je vais maintenant vous présenter mes résultats des 3 ans de thèse que j'ai faites sur la modélisation écosystémique des effets combinés du changement climatique et d'un parc éolien flottant dans le golfe de Gascogne. Donc c'est une thèse qui a été dirigée par François Leloc et Frida Benmaïs-Lasram et encadrée par L'Oréal de Jarre. Elle est financée par la région Bretagne et par la NRTAN et elle fait partie du projet de France Énergie Marine APIL qui vise à étudier l'intégration d'un parc éolien flottant dans un socio-écosystème. Comme chacun sait, le climat change. Les concentrations en CO2 atmosphérique sont en constante augmentation depuis l'ère pré-industrielle, ce qui induit une augmentation de la température atmosphérique. À cause du fort couplage qui existe entre l'océan et l'atmosphère, la température des océans augmente également depuis plusieurs décennies et devrait continuer à augmenter tout au long du XXIe siècle. Notamment, il est prévu que la température de surface des océans augmente de 1,5 degré en 2060 dans le cas d'un scénario où on ne ferait rien pour atténuer le changement climatique, et elle devrait augmenter de 0,6 degrés dans le cas d'un scénario où on mettrait en place de fortes mesures pour atténuer le changement climatique. Or, l'augmentation de la température de l'eau entraîne des modifications sur les organismes marins. Notamment, ils peuvent entraîner des modifications sur leur métabolisme, sur leur comportement ou encore sur leurs aires de distribution. Il est maintenant acté que le changement climatique est dû aux émissions de CO2 qui sont dues en grande partie à l'utilisation des énergies fossiles. En effet, le pétrole, le gaz naturel et le charbon sont la principale source d'énergie au niveau mondial. Leur utilisation est en constante augmentation depuis plusieurs années et leur utilisation devrait continuer à augmenter dans les prochaines décennies. Afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre, chaque pays s'est engagé à mettre en place une série de mesures. En France, l'une de ces mesures est la transition énergétique qui a 2 objectifs. Le premier est de réduire de 50% la consommation énergétique en 2050 par rapport à ce qu'elle était dans les années 90. Et la deuxième est d'atteindre 32% d'énergie renouvelable dans la consommation finale en 2030. L'année dernière, en France, la part d'énergie renouvelable était de 17,2%. Or, la France dispose d'un grand domaine maritime qui lui permet de miser sur les énergies marines renouvelables. À l'heure actuelle, 11 parcs éoliens offshore sont en projet en France. 7 parcs posés, 5 en Manche-Mer du Nord et 2 en Atlantique, et 4 parcs flottants qui ne sont pas des projets de ferme commerciale, mais qui sont là pour faire des essais ou de la démonstration. Donc 3 parcs en Méditerranée et 1 parc en Atlantique. C'est celui-ci qui nous intéresse dans le cadre du projet APIL, le parc pilote de Groix-Belle-Île, qui sera constitué de 3 éoliennes installées l'année prochaine à 22 km des côtes. La principale différence qui existe entre l'éolien posé et l'éolien flottant, elle tient au type d'ancrage, puisque l'éolien posé, l'éolienne est directement enfoncée dans le sol, alors que l'éolienne flottante est posée sur un flotteur semi-submersible, lui-même relié à des câbles ancrés dans le sol. Chacun présente des avantages et des inconvénients. Le principal avantage de l'éolien flottant, c'est qu'il peut s'affranchir de la profondeur, puisqu'on peut l'installer à un maximum de 200 mètres de fond. Également, les éoliennes sont plus grandes, donc elles produisent plus d'énergie, et elles sont également moins visibles depuis les côtes, puisqu'elles sont situées plus loin. Les pressions sur les écosystèmes marins s'accentuent de plus en plus. Le dernier rapport de l'IPBES nous informe que les principales pressions sont dues à l'exploitation directe des écosystèmes via les activités de pêche, mais également sont dues au changement climatique. Et on a également de fortes pressions induites par le changement d'usage de la mer que peuvent entraîner par exemple les activités touristiques, le transport de marchandises ou bien les extractions de granulats ou d'énergie fossile. Donc les éoliennes, qu'elles soient posées ou flottantes, elles vont venir s'insérer dans des écosystèmes qui sont déjà sous pression, mais elles vont elles-mêmes induire leurs propres modifications qui sont bien documentées et qui sont par exemple l'effet récif, c'est-à-dire la colonisation des surfaces immergées par des organismes fixés, qu'on appelle également le biofouling, mais également l'effet dispositif à concentration de poissons, qu'on appelle l'effet DCP, c'est-à-dire l'attraction de certaines espèces de poissons sous les flotteurs et autour des câbles. Et enfin, l'effet réserve qui est induit par une restriction partielle ou totale des activités de pêche à l'intérieur des parcs éoliens. Donc, lorsque l'on rajoute les pressions anthropiques que j'ai mentionnées précédemment, plus les nouvelles modifications des éoliennes, ça va entraîner des changements dans les communautés et dans l'évolution trophique qui vont entraîner des répercussions sur l'ensemble du réseau trophique. Il
Il est donc nécessaire d'étudier ce réseau de manière holistique, c'est-à-dire en intégrant l'ensemble des compartiments qui seront impactés de manière directe ou indirecte par les perturbations. Donc dans cet objectif, j'ai axé ma thèse sur 3 problématiques. Dans un premier temps, j'ai mis en place des modèles de niche pour savoir quelles espèces seront présentes dans le golfe de Gascogne en 2050 et en 2100 et seront donc potentiellement impactées par les éoliennes flottantes. Puis j'ai mis en place une série de modèles trophiques pour savoir comment seront agencés les nouveaux réseaux trophiques suite à ces changements. Et enfin, j'ai fait une projection spatiale pour savoir quelles conséquences aura l'implantation d'un parc éolien flottant sur ces communautés. Toute ma thèse a porté sur le golfe de Gascogne, qui est un large plateau continental, dont la partie française va de Brest à Biarritz, avec une profondeur maximale de 200 mètres. C'est la première zone de pêche française en Europe, et le changement climatique y a déjà été observé via l'augmentation de la température de l'eau. Donc je vais pouvoir commencer maintenant à vous parler des modèles de niche, la première partie de ma thèse, pour savoir quelles espèces seront présentes dans le golfe de Gascogne en 2050 et en 2100. En effet, comme je l'ai présenté en introduction, l'augmentation de la température de l'eau et le changement climatique en général impactent les organismes marins et notamment entraînent un déplacement vers les pôles de leurs aires de distribution. Une étude récente de Lenoir et al. A démontré que les aires de distribution des espèces marines se déplaçaient en moyenne 6 fois plus vite que celles des espèces terrestres. Donc notre objectif dans cette partie sera de savoir comment le changement climatique va modifier les communautés marines actuelles du golfe de Gascogne. Pour ça, on a mis en place un modèle de distribution des espèces, c'est-à-dire un modèle mathématique qui va relier une matrice binaire d'occurrence de la matrice en bleu, avec pour chaque cellule de la grille 1, l'espèce est présente, 0, l'espèce est absente, à une matrice de variables environnementales en jaune, comme par exemple la température de l'eau. La combinaison de ces deux matrices nous permet de déterminer les limites de probabilité de présence de chaque espèce. Et lorsque l'on projette ces limites de probabilité de présence sur les futures variables environnementales, on obtient la niche écologique potentielle de chaque espèce. Pour avoir des projections fines à l'échelle du golfe de Gascogne, on a utilisé 2 filtres. Dans un premier temps, on a utilisé un modèle d'enveloppe climatique qui utilise les variables qui sont structurantes à l'échelle des océans, à savoir la température de l'eau et la salinité. Ce filtre est projeté à l'échelle mondiale de sorte de ne pas tronquer la courbe de réponse de chaque espèce, et on a intégré la température sur 3 couches de profondeur différentes, de sorte d'avoir un modèle 3D. Donc ce filtre, il permet de dire pour chaque grille de la cellule si la température et la salinité seront supportées ou non par l'espèce. Puis pour les espèces benthiques et démersales, on a ajouté un deuxième filtre, qui est le modèle d'Aveta, qui va cette fois intégrer des variables environnementales locales, à savoir la bathymétrie, la nature du fond, la pente et l'orientation de la pente, avec cette fois une résolution beaucoup plus fine. Donc la combinaison de ces 2 modèles nous permet de projeter des niches écologiques potentielles pour chaque espèce. C'est une méthode qui a déjà été initiée par Attal et al. En 2014, et l'apport de mes travaux à cette méthode a été d'y intégrer les espèces non indigènes. Donc nous ici, on a étudié en tout 210 espèces, 204 espèces de poissons et 6 espèces de céphalopodes, qui sont toutes comprises entre 0 et 200 mètres, et dont l'aire de distribution actuelle est comprise entre le Finistère et le sud du Maroc. On a été jusqu'au sud du Maroc parce que justement on s'intéressait aux espèces subtropicales, c'est-à-dire les espèces qui sont actuellement au Maroc et au Portugal et dont l'aire de distribution est susceptible de se déplacer dans le changement climatique dans le golfe de Gascogne suite au changement climatique. Elles deviendront alors des espèces non indigènes et j'en ferai référence dans cette présentation sous leur acronyme anglais NIS. Donc ici, je vous présente les anomalies de température qu'on a utilisées pour projeter les niches écologiques potentielles des espèces. Les cartes de gauche représentent les anomalies de température pour la moitié du siècle, donc à 2050, et les cartes de droite pour la fin du siècle à 2100. Elles présentent chacune les 2 scénarios climatiques qu'on a utilisés. Le RCP 2.6, qui est un scénario optimiste dans lequel on mettrait en place de fortes mesures pour atténuer le changement climatique, et le scénario RCP 8.5, qui est un scénario pessimiste dans lequel on ne ferait rien pour atténuer le changement climatique. Et donc ce qu'on peut voir sur ces cartes, donc les cartes du haut représentent les températures de surface et les cartes du bas représentent les anomalies de température de fond. Donc ici, on observe que dès la moitié du siècle, quel que soit le scénario, on a une augmentation de la température de l'eau qui est déjà de 1 degré, aussi bien en surface que dans le fond.
Et à la fin du siècle, on voit que la température de surface de l'eau augmente de 2 degrés sous le scénario pessimiste 8.5 et augmente de 1,5 degré au fond sous ce même scénario. Je vous présente à présent les niches écologiques de deux espèces d'intérêt commercial, la baudroie en haut et le merlan en bas. Les cartes de gauche représentent leur niche écologique actuelle, celle du milieu leur niche écologique potentielle à 2050 et celle de droite à 2100. Toutes ces projections ont été faites sous le scénario pessimiste RCP 8.5. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que les zones en bleu représentent les zones dont les conditions environnementales sont favorables à l'espèce, donc ça représente leur niche écologique potentielle, et les zones en rouge, les zones dont les variables environnementales ne sont plus favorables. Et donc ce qu'on peut observer ici, c'est que plus la température de l'eau augmente, plus la niche écologique potentielle en bleu de l'espèce diminue. Mais nous, ce qui nous intéressait ici, ce n'était pas tellement de voir l'effet du changement climatique sur chaque espèce, mais plutôt de voir l'effet à l'échelle de la communauté. Donc je vous présente ici les anomalies de richesse spécifiques des espèces indigènes uniquement. Les niches écologiques des espèces subtropicales ne sont pas projetées. Avec en haut les niches écologiques des espèces benthiques et démersales qui sont inféodées au fond. Et en bas, les niches écologiques potentielles des espèces pélagiques qui peuvent circuler dans l'ensemble de la colonie. Ici, on peut observer plusieurs résultats. Dans un premier temps, on voit que les espèces benthiques et démersales semblent être plus impactées par le changement climatique, avec une perte de richesse spécifique de 20% qui correspond aux zones oranges à la moitié du siècle, quel que soit le scénario. Et on voit que la perte de richesse spécifique des espèces benthiques et démersales atteint les 50% à la fin du siècle sous le scénario 8.5. On voit également que ces pertes de richesse spécifiques, elles ont lieu principalement le long des côtes françaises, ce qui pourrait induire un déplacement vers l'ouest de leur niche écologique potentielle. En revanche, les espèces pélagiques semblent être moins impactées par le changement climatique, avec un maximum de perte de richesse spécifique de 20% à la fin du siècle sous le scénario 8.5. On voit également que cette fois, le déplacement de leur niche écologique potentielle serait plutôt latitudinal. Lorsqu'on ajoute les niches écologiques potentielles des espèces non indigènes, des espèces subtropicales, on observe un gradient de la richesse spécifique totale qui va des côtes jusqu'au large. Cet assemblage nous permet de calculer la composante de la diversité qui va dominer dans le tableau bas, et on va observer deux types de composantes. Soit un remplacement qui correspond aux zones bleues sur les cartes du bas, c'est-à-dire que les conditions environnementales ne sont plus tolérées par les espèces indigènes, et donc on a une majorité d'espèces non indigènes dans ces zones-là, ce qui induit une tropicalisation des communautés. Et on voit qu'elle apparaît principalement le long des côtes françaises, et que cette surface augmente avec l'augmentation de la température de l'eau. La deuxième composante est un emboîtement qui correspond aux zones vertes sur les cartes du bas, c'est-à-dire que cette fois, les conditions environnementales sont favorables pour les deux types de communautés, et dans ce cas-là, on a une cohabitation entre les espèces indigènes et les espèces non indigènes. Le bilan de cette première partie, c'est qu'on a une réponse qui est très hétérogène des espèces indigènes. On a vu qu'elles n'étaient pas du tout impactées de la même manière par le changement climatique, selon qu'elles étaient benthiques, démersales ou bien pélagiques. On a vu également que l'arrivée des espèces non indigènes entraînait un changement de communauté et notamment une tropicalisation le long des côtes françaises. Et ce qu'il faut bien retenir ici, c'est que les espèces non indigènes qu'on a modélisées ne sont pas considérées comme des espèces invasives dans le sens écologique du terme, c'est-à-dire une espèce qui aurait été introduite par l'homme et qui entraînerait de fortes perturbations immédiates sur l'écosystème. Ces résultats ont fait l'objet d'une publication en août dernier dans Marine Ecological Progress Series. Je vais maintenant pouvoir passer à la deuxième partie, à savoir les modèles trophiques, pour savoir comment seront agencés les nouveaux réseaux trophiques suite à ces changements. Effectivement, comme je viens de vous le dire, l'arrivée des espèces non indigènes entraîne un changement dans les communautés actuelles du golfe de Gascogne, mais ils ne nous permettent pas de dire quand ces espèces arriveront, ni dans quelle biomasse. Or, l'arrivée d'espèces non indigènes va entraîner une augmentation de la compétition trophique, mais également une augmentation du nombre et de la diversité des proies. Pour étudier ces changements, on utilise des indicateurs écosystémiques qui nous permettent de quantifier les effets d'une perturbation directe ou indirecte sur l'ensemble des compartiments. Donc pour ça, on a utilisé le logiciel EcoPass qui permet de faire une modélisation des flux de carbone qui circulent entre les différents compartiments d'un réseau trophique. On a utilisé comme données les deux modèles qui étaient déjà existants sur le golfe de Gascogne, à savoir celui de Lassalle et al. En 2012 et celui de Moulek et al. En 2017.
2017, mais on les a légèrement modifiés, notamment en y incorporant les résultats des modèles de niche. En effet, notre objectif ici était de simuler différents scénarios, dans un premier temps en intégrant le changement climatique. Pour ça, on a agi sur les valeurs de production et de consommation de chaque groupe trophique, et également sur les biomasses des groupes trophiques qui ont été impactés par le changement climatique dans la première partie. C'est-à-dire que si la niche écologique potentielle d'une espèce a été projetée comme diminuant de 20%, on diminuait sa biomasse dans le modèle trophique de 20%. Puis on a également modélisé des scénarios d'arrivée des espèces non indigènes. Toutes ces projections, elles ont été faites à l'horizon 2050 sous le scénario RCP 8.5. Je vous présente ici le réseau trophique actuel du golfe de Gascogne. Chaque icône représente un groupe trophique, allant du niveau trophique 1 en bas, représenté par le phytoplancton et les animaux morts, et allant jusqu'au niveau trophique 4 et plus, représenté par les prédateurs supérieurs. On a modélisé en tout 44 groupes d'espèces non indigènes, dont 13 groupes monospécifiques d'intérêt commercial, comme par exemple la sardine, le maquereau ou bien la sole. À cela, on a ajouté 8 groupes d'espèces non indigènes, dont 3 groupes monospécifiques d'intérêt commercial, comme par exemple la sardinelle, qui fait l'objet de fortes pêcheries le long des côtes marocaines. Et enfin, on a intégré 11 flottilles de pêche qui permettent de représenter l'ensemble des activités de pêche qu'on va retrouver dans le golfe de Gascogne. Comme je le disais tout à l'heure, notre objectif ici était de modéliser plusieurs scénarios. Donc chaque scénario représente un modèle Ecopass. Dans un premier temps, on a modélisé le réseau trophique actuel qui va nous servir de référence. Puis, on a modélisé un scénario dans lequel il n'y aurait que le changement climatique, donc l'augmentation des valeurs de consommation et de production, mais également les diminutions de biomasse induites par le changement climatique, qui sont représentées par la bulle bleu foncé sur le schéma. Vous pouvez voir que cette bulle bleu foncé contient plus d'espèces benthiques et démersales pour illustrer le fait que ce sont principalement les espèces benthiques et démersales qui ont été projetées dans la première partie comme étant impactées par le changement climatique. Les 4 prochains scénarios sont des hypothèses d'arrivée d'espèces non indigènes. Dans un premier temps, on a imaginé qu'il n'y aurait que des espèces pélagiques qui arriveraient dans le golfe de Gascogne, donc qui sont représentées par la bulle verte sur ce schéma. Puis on a fait un scénario dans lequel tous les groupes trophiques arriveraient des zones subtropicales, mais dans de faibles biomasses. Puis un scénario dans lequel toute la biomasse qui a été diminuée par le changement climatique était remplacée par de la biomasse équivalente venant des zones subtropicales. Donc là, on aurait exactement la même biomasse en 2050 qu'actuellement, et ce serait principalement des espèces benthiques et démersales qui arriveraient des espèces des zones subtropicales, puisque ce sont ces espèces qui étaient impactées par le changement climatique. Et enfin, on a fait un scénario dans lequel tous les groupes trophiques arriveraient des zones subtropicales, mais cette fois dans de fortes biomasses. Donc ce premier scénario, il intègre uniquement les effets du changement climatique, alors que les 4 autres scénarios sont une combinaison des 2 perturbations, l'effet du changement climatique et les arrivées des espèces non indigènes. Et enfin, comme je le disais en introduction de cette deuxième partie, on a utilisé des indicateurs écosystémiques qui nous permettent de faciliter la compréhension des changements au sein du réseau trophique. Dans ma thèse, j'en ai modélisé 8, mais ici je vous ai présenté que 4. Le premier concerne l'omnivorie, c'est-à-dire la capacité d'un prédateur à se nourrir dans des niveaux trophiques différents. Donc concrètement, plus un prédateur a des proies de niveau trophique variés, plus son taux d'omnivorie augmente. Et ici, on a calculé le SOI, c'est-à-dire le taux d'omnivorie moyen dans le système. Plus le SOI est élevé, plus il y a d'interactions au sein du système. Puis je vous présente le NTL, c'est-à-dire le niveau trophique moyen des groupes pondérés par leur biomasse. Donc si on a un système qui est dominé par de fortes biomasses d'invertébrés benthiques, de fortes biomasses de bas niveau trophique, comme par exemple les invertébrés benthiques, on aura un NTL bas, et plus la biomasse des prédateurs supérieurs augmente, plus le NTL va augmenter. Ensuite, je vous présente le FCI, c'est-à-dire le taux de recyclage dans le système. Ça correspond au pourcentage de flux qui sont passés au moins une fois dans une boucle. Pour passer dans une boucle, ça va être par exemple quand un animal meurt et qu'il est consommé par des détritivores. Dans ce cas-là, le carbone va être réinjecté dans le système et ça forme une boucle. Et enfin, je vous présente l'ALI, c'est-à-dire l'efficacité avec laquelle le carbone va être transporté des bas niveaux trophiques vers les hauts niveaux trophiques. Donc moins il y a de flux au sein du système, plus l'ALI est élevé.
Donc je vais maintenant vous présenter les résultats avec un graphique par indicateur écosystémique. Chaque graphique contient 6 box-plots qui représentent chacun un des scénarios que j'ai présentés précédemment. Donc je commence avec l'omnivorie, et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a une baisse de la diversité des niveaux trophiques des proies avec l'augmentation de la température de l'eau. Cette diminution, elle peut s'expliquer par la diminution de la biomasse suite au changement climatique. Quand on regarde les scénarios d'arrivée d'espèces non indigènes, on voit que c'est l'hypothèse d'un remplacement de biomasse qui montre la plus forte diversité de niveaux trophiques des proies, qui arrive à peu près au même niveau que le scénario dans lequel on n'avait que le changement climatique, et que c'est l'hypothèse d'espèces pélagiques uniquement qui montre la plus faible diversité de proies. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'un SOI qui diminue, c'est la caractéristique d'une moindre résistance du système, puisqu'on aura une moindre capacité d'adaptation des régimes alimentaires suite, par exemple, à la disparition du proie. Ensuite, le NTL, on voit qu'on a une légère augmentation du niveau trophique moyen du système suite à l'augmentation de la température de l'eau, qui peut s'expliquer cette fois encore par la perte de biomasse de certains groupes, et notamment les démersaux bentophages, qui ont été projetés dans la première partie comme étant fortement impactés par le changement climatique et qui ont un niveau trophique aux alentours de 3. Pour les scénarios d'arrivée d'espèces non indigènes, on voit que les hypothèses d'espèces pélagiques et les hypothèses d'arrivée de forte biomasse d'espèces non indigènes montrent une baisse du niveau trophique moyen du système, alors que l'hypothèse d'un remplacement de biomasse montre une augmentation du NTR qui arrive à peu près au même niveau que les scénarios dans lesquels on avait que le changement climatique. Et on voit qu'on a globalement peu de différence entre les différents scénarios d'arrivée d'espèces non indigènes. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'un FCI qui augmente, c'est la caractéristique d'un système qui est perturbé. Et enfin, concernant l'ALI, on voit qu'on a une meilleure efficacité de transfert avec l'augmentation de la température de l'eau, qui peut cette fois s'expliquer par l'accélération du métabolisme. Et on voit également que le système est globalement plus efficace avec l'arrivée des espèces non indigènes. L'hypothèse d'arrivée d'espèces pélagiques montre la meilleure efficacité de transfert, et l'hypothèse de petite biomasse d'espèces non indigènes montre la moins bonne efficacité de transfert, et qui arrive à peu près au même niveau que le scénario dans lequel on n'avait que le changement climatique. Ce qu'il faut retenir de cette deuxième partie, c'est que le changement climatique modifie le réseau trophique actuel, et notamment il le rend moins résistant, que les effets de l'arrivée des espèces non indigènes varient en fonction des scénarios, mais globalement qu'ils entraînent tous une modification dans la structure et le fonctionnement du réseau trophique. Et enfin, quand on regarde la combinaison de ces deux perturbations, on voit que la réponse de l'écosystème devient de plus en plus complexe. Je vais maintenant pouvoir passer à la troisième partie de ma thèse, à savoir l'implantation d'un parc. Donc, pour savoir quelles conséquences aura cette implantation sur ces nouvelles communautés. Et donc, cette fois, on a intégré à la fois l'effet du changement climatique en faisant forçage par les niches, mais également l'arrivée des espèces non indigènes, et enfin, les modifications qui sont induites par les parcs éoliens que j'ai précisées en introduction, à savoir l'effet récif, l'effet réserve et l'effet des cellules. Donc pour ça, on a utilisé EcoSpace, qui est un module d'EcoPass qui permet de faire une projection spatiale du réseau trophique. On utilise comme donnée d'entrée la bathymétrie, la production primaire et les natures de fond, comme je vous présente sur la carte de droite. On a modélisé l'ensemble du corps de Gaxcoin, on a donc une résolution assez grossière, puisque chaque cellule fait 4,6 km de côté. On a également intégré dans ce modèle les différents parcs qui sont prévus sur la façade atlantique, à savoir les deux parcs posés de Saint-Nazaire et des Deux-Îles, ainsi que le parc flottant, le pilote de Bois-Bélier. Comme je le précisais en introduction, le parc pilote n'a que 3 éoliennes. Donc on a fait l'hypothèse qu'il n'y aurait pas suffisamment de conséquences sur les communautés avec 3 éoliennes. Et donc ici, on a choisi de modéliser des parcs éoliens flottants de taille commerciale que j'ai choisi de placer dans le rectangle rouge que vous pouvez voir sur la carte, juste à côté du parc pilote de Bois-Bélier. Une fois encore, toutes ces projections ont été faites à 2050 sur le scénario LCP 8.5 et on a utilisé comme modèle d'arrivée d'espèces non indigènes, celui dans lequel on avait l'arrivée de tous les groupes trophiques, mais dans de faibles biomasses. Donc, comme je le disais en introduction de cette troisième partie, on a fait un forçage du changement climatique en intégrant les résultats des modèles de niches. C'est-à-dire qu'on a utilisé les cartes des niches écologiques potentielles que je vous ai présentées en première partie,
et on les a utilisés comme préférence d'habitat, comme vous pouvez voir sur la carte de droite, avec un gradient de couleur. Les zones plus claires, qui correspondent aux zones non favorables à l'espèce, correspondent aussi à la moindre préférence de l'espèce pour cet habitat. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que pour une cellule donnée, une faible probabilité de présence de l'espèce entraînera une faible préférence et donc une faible biomasse de l'espèce dans cette cellule. On a modélisé 3 scénarios. Le premier est un scénario de petit parc dans lequel, qui fait environ 126 km². Puis on a voulu savoir ce qui se passerait si on doublait la taille de ce parc. Et donc on a fait un scénario d'un parc plus grand de 253 km². Et enfin, on a également exploré les résultats pour les parcs posés de Saint-Nazaire et les deux îles. Pour chacun de ces scénarios, on a exploré les résultats pour l'intérieur et également pour les zones du voisinage extérieur du parc. Et enfin, on a intégré dans ce modèle les spécificités liées au parc éolien en mer, à savoir l'effet récif. Donc pour ça, on a créé 2 groupes de biophonie. Un groupe pour l'éolien flottant composé de fortes biomasses de biophonie et un groupe pour l'éolien posé avec de faibles biomasses. Donc pourquoi 2 groupes? C'est parce que les surfaces colonisables des éoliennes flottantes sont plus grandes que celles des éoliennes posées. Donc on a plus de biophonie. L'effet DCP a été modélisé en augmentant la préférence d'habitat des espèces concernées par l'effet DCP à l'intérieur du parc. Et l'effet réserve, on a utilisé comme hypothèse de travail qu'il n'y aurait pas de pêche à l'intérieur des parcs flottants et que seuls les arbres dormants seraient autorisés à l'intérieur des parcs posés, à savoir les nids, les palanques et les filets. Je vais maintenant vous présenter les résultats. Donc encore une fois, une série de graphiques représentant chacun un groupe trophique. Chaque graphique comprend les 3 scénarios en abscisse, donc le petit parc à gauche, le grand parc au milieu et les parcs posés à droite. Et chacun de ces scénarios comprend 2 box plots. Un box plot bleu qui représente les résultats pour l'intérieur du parc et un box plot rose qui représente les résultats pour l'extérieur des parcs. Ces résultats représentent les anomalies de biomasse en pourcentage par rapport à la même zone sans parc. Donc dans un premier temps, je vous présente les prédateurs supérieurs, comme niveau trophique de 4 et plus, avec le merle à gauche et les démersopiscivores à droite. Donc ce qu'on peut observer ici, c'est qu'on a une augmentation de la biomasse des prédateurs supérieurs à l'intérieur des parcs, qui peut s'expliquer par l'effet réserve ou par l'effet DCP. Par exemple, si vous regardez les démersopiscivores, on voit que leur biomasse augmente de plus de 100%, donc elle double, ce qui pourrait être expliqué par le forçage par l'effet DCP qu'on a pratiqué. Quand on regarde les résultats pour l'extérieur des parcs, on voit que les biomasses du merlu augmentent légèrement à l'extérieur, ce qui pourrait s'expliquer par un potentiel spillover, c'est-à-dire un débordement de la biomasse à l'extérieur du parc. Mais on voit que pour les démersopiscivores, la biomasse reste stable par rapport à la même zone sans parc. On voit ici qu'on n'a pas vraiment d'effet de la taille des parcs, les box plots, les petits parcs, les grands parcs restent globalement au même niveau, mais en revanche, on observe un effet du type de parc, puisqu'on a une moindre augmentation de la biomasse des merlus à l'intérieur et à l'extérieur des parcs posés. Pour les niveaux trophiques intermédiaires, donc qui sont compris entre 3 et 4, je vous présente la sole à gauche et les démersodentophage à droite. On voit cette fois qu'on a une diminution de la biomasse des sols à l'intérieur des parcs, qui pourrait s'expliquer par une cascade trophique, c'est-à-dire que l'augmentation de la biomasse des prédateurs supérieurs que j'ai présenté précédemment entraîne une augmentation de la consommation des niveaux inférieurs et donc une diminution de leur biomasse. Donc on voit que la diminution de la biomasse de la sole peut aller jusqu'à 50%. En revanche, pour les démersodentophage, on voit comme tout à l'heure qu'on a une augmentation de 100% de leur biomasse à l'intérieur des parcs, qui peut une fois de plus s'expliquer par le forçage par l'effet DCP qu'on a expliqué. À l'extérieur des parcs, on observe une diminution de la biomasse des sols, qui peut cette fois encore s'expliquer par la cascade trophique. Et pour les démersodentophage, on voit que la biomasse reste stable par rapport à la même zone sans parc. Cette fois encore, on n'a pas vraiment d'effet de la taille des parcs sur les biomasses de ces niveaux trophiques, mais on voit qu'on a un effet du type de parc sur les biomasses des sols avec une moindre diminution de leur biomasse à l'intérieur et à l'extérieur des parcs posés. Donc ce qu'il faut retenir de cette troisième partie, c'est qu'on a des effets différents sur les biomasses selon les groupes trophiques, qui peut s'expliquer par les effets DCP ou les effets réserves. On a vu qu'on n'avait pas vraiment d'effet de la taille des parcs sur les biomasses, mais il se pourrait qu'il y ait un effet de la taille des parcs sur d'autres indicateurs biologiques,
comme par exemple le recrutement, comme ça peut être le cas par exemple dans les aires marines protégées. On a vu qu'on avait des effets différents selon le type d'éolienne, qui peut être lié aux spécificités de l'éolien posé, c'est-à-dire que la plus grande proximité à la côte et la plus faible profondeur d'eau peut entraîner des communautés différentes dans les parcs posés que dans les parcs flottants. Également, l'hypothèse de travail qu'on a utilisée d'autoriser les lézards dormants à l'intérieur des parcs posés, flottants posés, peut entraîner différents résultats, puisque les lignes des phalanges et les filets ciblent principalement les prédateurs supérieurs. Également, on avait une plus grande diversité d'habitats à l'intérieur des parcs posés, et comme je l'ai mentionné en méthodologie, une plus petite surface colonisable par le bioflou. Et enfin, on a vu qu'on avait un effet positif sur les biomasses des groupes qui ont été projetés comme étant fortement impactés par le changement climatique, comme c'était le cas par exemple pour les démerceaux bentophages et piscivores, dont la niche écologique potentielle a été projetée comme étant fortement réduite suite au changement climatique. On a vu qu'ici, leur biomasse pouvait augmenter à l'intérieur des parcs posés et flottants. Donc, je vais maintenant passer à la synthèse générale de ma thèse et aux perspectives. Et je vais vous présenter un rapide résumé des principaux résultats que j'ai présentés tout au long de la thèse. Donc, dans un premier temps, je vous ai montré les conséquences du changement climatique sur les communautés actuelles du golfe de Gascogne. On a vu que les espèces benthiques et démersales étaient principalement impactées par le changement climatique, avec un déplacement vers l'ouest de leur niche écologique potentielle. On a vu que les espèces pélagiques semblaient être moins impactées par le changement climatique, avec un déplacement latitudinal de leur niche écologique potentielle, et que celles des espèces non indigènes semblaient s'étendre à l'intérieur du golfe de Gascogne, ce qui pourrait induire une tropicalisation des communautés le long des côtes françaises. En ce qui concerne la transformation du réseau trophique actuel suite à ces changements, on a vu que l'augmentation de la température de l'eau suite au changement climatique entraînait un système moins résistant dû à la diminution des biomasses et donc à l'altération des flux qui existent au sein du réseau trophique. Et on a vu que les effets de l'arrivée des espèces non indigènes étaient très variables selon les scénarios, mais que globalement, ils entraînaient tous une modification dans la structure et le fonctionnement du réseau trophique. Et enfin, on a vu que les effets d'implantation d'un parc éolien sur les communautés marines en 2050 entraînaient une augmentation de la biomasse des prédateurs supérieurs à l'intérieur des parcs, qui pouvait s'expliquer par l'effet réserve, mais également par l'effet DCP, qui pouvait entraîner une cascade trophique, c'est-à-dire une diminution de la biomasse des niveaux inférieurs, et également qu'il pouvait y avoir un spillover potentiel sur certains groupes trophiques, c'est-à-dire un débordement de la biomasse à l'extérieur des parcs. Et enfin, on a vu que les effets sur les biomasses n'étaient pas du tout les mêmes selon que les éoliennes étaient posées ou flottantes. Et bien évidemment, les modèles qu'on a utilisés ont certaines limites qui sont bien connues et que je vais vous présenter rapidement. Donc, concernant les modèles de niche, on sait qu'il est très difficile d'intégrer la dispersion larvale. On sait également que les barrières géographiques ne sont pas prises en compte, ni l'adaptation à l'augmentation de la température de l'eau via la sélection naturelle. Également, les variations saisonnières ne sont pas intégrées ici, elles sont pourtant importantes puisque c'est une zone tempérée. On a utilisé pour modéliser les niches écologiques des espèces la température de l'eau et la salinité, mais il y a d'autres variables qui peuvent agir sur les aires de distribution et qui pourraient être impactées par le changement climatique, à savoir le pH, l'oxygène dissous ou encore la production humaine. Et enfin, les modèles de niche n'intègrent pas les relations trophiques que pourraient représenter par exemple l'absence d'une proie, la présence d'un prédateur ou bien d'un pathogène. En ce qui concerne les modèles trophiques, notre principale limite tient à l'évaluation des biomasses suite au changement climatique. Nous, on est parti du principe qu'il y avait un lien de proportionnalité entre la réduction de la niche écologique potentielle et la réduction de la biomasse, mais il n'y a pas forcément la probabilité de présence d'une espèce ne nous donne pas forcément d'indication sur sa biomasse. Également, on n'a pas pris en compte l'adaptation des régimes alimentaires suite à l'arrivée de nouvelles espèces, donc à l'augmentation de la compétition trophique ou à la disparition d'une espèce. On n'a pas pris en compte les effets du changement climatique sur les cycles biogéochimiques qui sont structurants sur les vagues trophiques. Et on a considéré que les activités de pêche étaient stables tout au long du XXIe siècle, quels que soient les changements climatiques. Et enfin, concernant les co-spaces, notre principale limite tient à l'échelle, puisqu'on a modélisé l'ensemble du golfe de Gascogne et on a vu que les parcs éoliens représentaient une faible surface par rapport à cette structure.
Également, la carte de nature de fond qu'on a utilisée était assez grossière et ascendentielle, et elle est pourtant importante pour spatialiser les différentes trophies. On a vu que l'effet DCT jouait un rôle important dans nos résultats, mais qui reste quand même assez difficile à intégrer dans l'ecospace. Et enfin, une fois encore, les variations saisonnières peuvent représenter des variations de biomasse de certaines espèces de poissons dans le golfe de Gascogne ne sont pas intégrées ici. Donc je vais maintenant vous présenter 4 perspectives de recherche suite à ces résultats. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler des espèces non indigènes. Donc, comme j'ai mentionné dans les limites, la saisonnalité n'est pas intégrée dans le modèle. Or, on peut se demander si les espèces subtropicales pourront supporter les températures hivernales du golfe de Gascogne. Donc ici, on a modélisé les moyennes annuelles des variables environnementales, mais il serait intéressant de refaire les mêmes modèles de niche en intégrant cette fois les minimales et les maximales pour intégrer l'hiver et l'été dans le golfe de Gascogne. Également, comme je l'ai présenté dans l'introduction de la partie 2, la question quand arrive-t-elle est assez difficile à répondre. Mais un élément qui nous permet, une méthodologie qui nous permettrait d'apporter des éléments à cette réponse, serait de calculer les niches écologiques potentielles, cette fois à l'échelle de l'hémisphère nord, donc de capter l'ensemble de la niche écologique potentielle, d'en déterminer le varissant et de voir à quelle vitesse ce varissant se déplace. Et enfin, comme je l'ai précisé dans la première partie, ces espèces ne sont pas considérées comme des espèces invasives, mais bien évidemment, il se pourrait très bien qu'une de ces espèces, une fois dans le golfe de Gascogne, présente un comportement invasif, et dans ce cas-là, les perturbations sur les eutrophiques ne seraient pas du tout les mêmes. En ce qui concerne l'estimation du régime alimentaire, il faut savoir que EcoPass se base justement sur les régimes alimentaires pour calculer les flux entre les différents groupes trophiques et que les indicateurs écosystémiques sont justement calculés sur ces flux. Or, on a vu que l'adaptabilité des régimes alimentaires n'était pas prise en compte suite à la disparition de proies ou à l'augmentation de la compétition trophique. Et également, on ne connaît pas les régimes alimentaires des espèces non indigènes. On sait ce qu'elles mangent maintenant dans leur habitat d'origine, mais on ne sait pas ce qu'elles consommeront une fois qu'elles seront dans le golfe de Gascogne. Donc c'est une perspective de recherche future pour essayer d'intégrer justement cette adaptabilité dans les modèles trophiques. En ce qui concerne l'échelle spatiale des modèles trophiques, on a vu que ici j'avais modélisé l'ensemble des golfes de Gascogne et que les parcs présentaient une très faible surface par rapport à cette étude. Il serait donc intéressant de faire un zoom sur le parc éolien afin de mieux voir les flux qui existent dans le parc. Ça nous permettrait également de faire une meilleure intégration de la carte des natures de fond. Et ça nous permettrait également de régionaliser les zones extérieures du parc pour mieux quantifier les potentiels spillover. Et pour finir, je vais vous parler du modèle N2N. Nous, dans la thèse, on a modélisé le changement climatique via les niveaux trophiques supérieurs, donc les poissons et les céphalopodes, mais on n'a pas intégré l'effet du changement climatique sur la production primaire. On n'a pas intégré non plus l'effet du changement climatique sur les cycles biogéochimiques. Or, ces deux paramètres, la production primaire et les cycles biogéochimiques, sont structurants sur les bas niveaux trophiques. Il serait donc intéressant de faire un modèle N2N qui nous permettrait d'intégrer les paramètres abiotiques, mais également les effets du changement climatique sur les bas niveaux trophiques. Tous les résultats que je vous ai présentés aujourd'hui soulèvent de nouvelles questions liées au parc éolien. La première, c'est comment les parcs éoliens vont s'intégrer dans les socio-écosystèmes. Donc, comme je le disais en introduction, ma thèse fait partie du projet API qui vise à étudier justement cette intégration. Et l'apport de mes résultats à ce projet était justement de calculer les effets des parcs éoliens et du changement climatique sur les espèces d'intérêt commercial, donc sur les activités de pêche, qui représentent la composante économique du socio-écosystème. Mais également de voir la capacité des parcs éoliens à participer à la préservation des espèces, et donc qui est un enjeu majeur pour nos sociétés actuelles. Ensuite, on peut se demander quels seront les effets combinés du changement climatique et d'un parc éolien flottant sur le recrutement des organismes. En effet, on sait que le changement climatique entraîne des modifications dans la période et les aires de ponte des organismes marins. On sait également que les parcs éoliens flottants peuvent entraîner des modifications dans le comportement reproducteur des différents poissons. Mais on sait aussi que l'effet réserve, comme c'est le cas par exemple dans les aires marines protégées, peut entraîner une augmentation du taux de recrutement de certains organismes marins.
Donc il serait intéressant de voir les effets combinés de l'ensemble de ces perturbations sur les recrutements, qui sont un paramètre majeur dans les activités de pêche. Donc il serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'il en est des autres stades de vie d'un parc éolien flottant. Ici, on a étudié uniquement la phase d'exploitation du parc éolien, mais il existe également deux phases, notamment la phase d'installation, qui est connue pour être la plus perturbatrice de l'environnement, qui peut entraîner notamment une destruction de l'habitat local via une remise en suspension du sédiment, mais également de fortes émissions sonores. Et enfin, on peut se demander quel sera l'effet du démantèlement sur les communautés marines, puisque autant les éoliennes posées et les structures peuvent rester en place, mais les éoliennes flottantes, il faudra retirer l'ensemble de l'éolienne avec tout l'écosystème qui s'y est développé. Merci de votre attention. Merci.